Voilà. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette soutenance de mémoire d'un étudiant de Master 2. Je rappelle qu'il s'agit d'une série de soutenances à l'IUS, rien de plus normal. Pourquoi? Parce que depuis notre existence, on a toujours eu des événements pareils, des soutenances de mémoire de licence, des soutenances. Tous les ans, il y a vraiment des périodes qui sont arrêtées pour vraiment avoir ces soutenances. Donc, bienvenue alors à cette soutenance. Wisger Deshommes va nous parler de représentation sociale, de la violence politique dans les activités ludiques. Je rappelle que l'exercice fait partie du dispositif global d'apprentissage à l'IUS, puisque l'étudiant doit prendre en compte par la suite les remarques, commentaires, il doit répondre aux questions des membres du jury pour vraiment par la suite corriger, peaufiner son travail. Donc, voilà, donc les membres du jury avaient déjà reçu le document et donc ils ont déjà pu évaluer ce document, le contenu, son contenu, et là nous sommes réunis pour vraiment la prestation ou la présentation orale de ce document. Sans plus tarder, nous demandons à Wisger, nous donnons 10 minutes à Wisger pour qu'il nous présente les résultats de ces travaux. Wisger, tu as la parole. Merci, docteur Providence. Bonsoir tout le monde et bonsoir aux membres du jury. Donc, c'est un plaisir, c'est un honneur pour moi de présenter mon travail autour des représentations sociales de la violence politique dans les activités ludiques cas des enfants du CEDEJ et de la rue Famosa de Delma 33. J'ai 15 minutes, alors j'ai 10 minutes à vous présenter les résultats de ce travail, comme a dit Dr Providence. Alors, je crois que c'est ça. Voilà, merci beaucoup. Étant donné que je dois présenter uniquement les résultats de ce travail, donc je ne vais pas miser beaucoup sur les parties précédentes. Alors, excuse-moi, Wisger, quand je dis les résultats, ça ne veut pas dire que c'est que les... Oui. Il ne faut pas me prendre au mot, donc je t'invite à bien gérer ton temps. D'accord. Tu n'auras pas de prétexte. D'accord, docteur Providence. Merci. Alors, en ce qui concerne ce travail portant sur les représentations sociales de la violence politique, il y a des effets à partir des effets qui ont constitué la problématique de ce travail, et c'est cette problématique qui a mis en branle des possibilités de parcours scientifique. Bon, alors, en ce qui concerne les effets de la violence politique sur les enfants, donc, des approches ont fait mention des effets à long terme de la violence politique sur les enfants. Donc, lorsqu'on parle des violences à long terme de la violence politique sur les enfants, donc on veut parler des effets liés aux différentes dimensions du développement humain, comme par exemple des effets sur la santé mentale des enfants, des effets sur le développement physique, des effets sur les comportements des enfants. Là, on parle des effets à long terme. Il y a également des effets à court terme que les recherches précédentes, à savoir les recherches à long terme et des recherches portant sur les effets à long terme n'ont pas mentionné. Par exemple, les effets à court terme ont fait mention des choses qui arrivent dans le présent, comme par exemple le traumatisme. Donc, il y a aussi, à part des traumatismes, et il y a également ce qu'on appelle la prévalence. Donc, certains effets sont effectifs, ou du moins certains effets sont plus remarquables auprès des filles que des garçons. Là, on est dans des effets à court terme de la violence politique. On ne va pas y rester. Donc,
Donc, en ce qui concerne les vides empiriques, la violence politique abordée dans les recherches avant, on fait mention des effets à long terme et des effets à court terme. Donc, ces recherches n'ont pas mentionné les initiatives spontanées, c'est-à-dire les jeux spontanés de société, en ce qui amène à la question de recherche qui se dit quel est le rôle des activités ludiques spontanées des enfants exposés à la violence politique. Pour aborder le rôle des activités ludiques, donc des approches théoriques comme les théories classiques qui se focalisent sur les activités psychomotrices, les théories psycho-éducatives qui abordent le jeu comme un véhicule de développement personnel, contrairement à la théorie socio-éducative qui attribue au jeu une fonction de développement sociétal, donc ce qui permet de comprendre une transformation de l'instinct en social, du naturel en culturel. Donc ces trois théories, à savoir théorie classique, psychoéducative et socio-éducative, ont des vides que les théories post-structurales et post-modernes allaient combler en définissant le jeu comme la réponse la plus appropriée aux circonstances contemporaines. Maintenant, ce travail de recherche a pour objectif principal d'explorer la représentation sociale correspondant aux activités ludiques spontanées des enfants exposés à la violence politique et des objectifs secondaires comme décrire les différentes catégories d'activités ludiques, relever pour chaque catégorie d'activités ludiques les référents verbaux dénotant la violence politique, indiquer pour chaque catégorie d'activités ludiques les référents gestuels dénotant la violence politique et documenter les formes de violence émergentes des activités ludiques. En ce qui concerne la méthodologie de ce travail, concernant l'exploration d'activités ludiques spontanées, donc l'approche qualitative a été priorisée. Dans cette approche, il y a la méthode d'observation directe et indirecte, la méthode d'analyse de contenu et les outils d'observation utilisés. Nous avons la grille, mais ce travail de recherche, beaucoup de ce travail de recherche, la grille d'observation a été utilisée, cahier de notes de terrain et appareil d'enregistrement. Pour l'analyse de contenu des activités, donc un corpus langagier des activités ludiques et un corpus gestuel des activités ludiques ont été analysés. Neuf jeux initiés par les enfants du Centre de développement d'enfants et de jeunes de l'Église Nazaréenne Philadelphie de Delma 33, à savoir le CEDEJ, ont été analysés et répertoriés, et 8 jeux implémentés par les enfants de la Arifa Moussa de Delma 33 ont été aussi analysés dans le cadre de ce travail. En ce qui concerne les résultats de cette recherche, les activités ludiques des enfants référencent des représentations sociales de la violence politique, combinant des événements politiques couvrant plusieurs générations. Les activités ludiques associent des jeux traditionnels ou intemporels et des jeux modernes. Elles charrient également des clichés et actes de violence indissociables qui s'apparentent à la violence verbale et émotionnelle et la violence gestuelle et physique. Les activités ludiques valorisent la primauté de la masculinité, tout comme elles gratifient l'autoviolence et la violence mutuelle, elles soutiennent la violence et la compétition sociale, elles reproduisent le désavantage des femmes et des filles, elles caricaturent le désavantage des enfants violentés, elles remémorent une violence politique perpétuelle, elles dévoilent des expressions inventées à partir des événements politiques passés et actuels. Autre chose, les référents verbaux dénotant la violence politique comprennent entre autres des jurons, des vulgarités, des plaisanteries, il te reste 2 minutes, des ricanements, des blagues et autres. Donc,
en quoi ce travail apporte quelque chose de mieux que les recherches précédentes. Donc, cette recherche a permis de dépasser les travaux précédents sur les textes narratifs des enfants, les initiatives des éducateurs ou les activités ludiques provoquées par des expérimentateurs. Elle préconise aussi l'observation des activités ludiques initiées par les enfants comme outil d'expression authentique des effets de la violence politique. Merci, merci beaucoup. Merci à chacun de vous d'avoir suivi avec attention. Merci, merci beaucoup à chacun. D'accord, merci, Docteur Providence. Merci, merci des hommes pour ton exposé. Tu as effectivement respecté le temps imparti. Bon, avant de moi-même prendre la parole sur ton travail, je vais tout de suite demander à mon cher collègue, le rapporteur, Dr Nelson Sylvestre, de faire des remarques et pourquoi pas des questions. Nelson, tu as la parole. Merci, Dr Providence. Félicitations à Wisger. Merci. À la vérité, je ne sais pas, non? J'ai parcouru de documents et en réalité, sur le plan méthodologique et sur le plan de la forme du travail, je n'ai vraiment pas grand-chose à reprocher à Wisger, sinon à le féliciter pour le soin mis à réaliser et à présenter son travail. Sauf que il y a pour les intitulés de chapitre Wisger, c'est mieux d'avoir ces intitulés-là à droite du chapitre. Donc tu dis chapitre 1 et l'énoncé doit se trouver à droite au lieu de se retrouver en bas. Parce que parfois, on peut chercher quel intitulé, on ne trouve pas. Parce qu'on lit de gauche à droite, hein, jusqu'à preuve du contraire. Pour nous autres, en tout cas. Donc, je vois chapitre 1, et puis l'intitulé, l'énoncé est en bas. Donc, je pense que c'est mieux d'écrire ça à côté. OK? Mais globalement, j'apprécie les titres parce qu'il n'y a pas d'article défini. C'est ce qui m'attire l'attention. Vous voyez? Donc, tu donnes l'opportunité et que les lecteurs trouvent quoi à dire et rien à te reprocher. Maintenant, j'ai deux questions, Wisger. Le document, la bibliographie est de qualité et il y a une cohérence interne dans le document, à voir les énoncés et également les développements. Mais tu parles de violence politique, ça, il n'y a pas de problème. Mais tu dis sur les enfants. Donc, cette violence politique, est-elle directe ou indirecte sur les enfants? Ce serait ma première interrogation. Et si c'est bien, réfère-nous au document même. Et puis, deuxième interrogation, dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire violence politique directe ou violence politique indirecte, avec quelles conséquences? Voilà. Mes deux interrogations pour finaliser mon évaluation du mémoire présenté. D'accord, d'accord, merci. Merci, docteur. Je ne t'ai pas encore donné la parole, Wisger. Ah, je m'excuse. Il y a un président de jury et tu ne fais pas la loi. Donc, il faut que les étudiants apprennent à respecter les règles. Bon, alors, je vais passer la parole alors, je rappelle que les collègues membres de jury peuvent prendre la parole plusieurs fois. Ils n'ont qu'à solliciter me solliciter pour pouvoir vraiment prendre la parole. Alors, sans plus tarder, le directeur de recherche, Dr. Lindor, il a la parole pour nous dire, en tout cas,
cette collaboration, comment, principalement, hein, moi, j'ai envie de savoir comment ça s'est passé globalement. Bien entendu, il peut parler d'autres choses. Voilà. Lindor? Merci, Dr. Providence. Donc, j'ai seulement une petite réflexion. Premièrement, le sujet de l'avant-projet de recherche de WISGER, on peut le voir, est bien différent du sujet qui fait l'objet de cette soutenance. Parce qu'il y a eu plusieurs sujets qui ont été formulés et j'ai dû à chaque fois recommander une reformulation parce que il me semblait que les articulations entre les termes ne résonnaient pas. Par exemple, dans certains cas, la formulation était trop longue ou le sujet semblait irréalisable. En un mot, c'était un long chemin à parcourir. Ce va-et-vient a consumé du temps, plusieurs mois. Ce n'était pas du temps perdu. Parce que la première étape d'une recherche est bien de préciser ou bien spécifier l'objet social et l'objet théorique si on veut éviter des errances. Donc, j'ai qu'à remercier l'impétrant pour sa patience parce que j'ai performé mon rôle d'encadreur sur la base d'étapes de chapitre par chapitre. Parfois, c'était inquiétant. Il aurait pu penser que l'on tournait en rond parce que les mois s'écoulaient et on était comme coincé dans la partie théorique. Mais maintenant, je crois qu'il aura appris que l'on ne va pas sur le terrain et avec les mains vides. Et que si on a une bonne base théorique pour le travail, donc lorsqu'on va sur le terrain et surtout au niveau de l'analyse sera bien outillée. Je crois que c'est ma réflexion et je dis merci à l'étudiant pour sa patience. Parce qu'on pensait qu'on tournait en rond, mais ce n'était pas le cas. Merci. Oui, merci, Dr. Lindor, pour ce travail, pour ce partage également d'expérience, hein, parce qu'effectivement, on dit souvent pourquoi est-ce que l'IUS fait partie des rares universités à développer, à encadrer les étudiants. Il y a des soutenances régulières à l'IUS. Pourquoi? Au fait, c'est parce qu'il y a des collaborateurs comme Lindor, les collègues, qui jouent le jeu, qui encadrent effectivement, qui accompagnent effectivement les étudiants. Bon, alors, je préfère faire mes remarques et puis, WISGER, tout à l'heure, tu auras le temps de réagir sur tout ce qui a été dit, que ce soit de la part du rapporteur, Dr. Nelson Sylvestre. Bon, ton directeur n'a pas formulé de questions. Bon, alors, moi, je dois d'abord te féliciter mon collègue Lindor pour cet encadrement, hein. Et effectivement, on voit bien qu'il y a eu un effort vraiment de théorique et conceptuel déjà, hein. On voit bien que il y a eu cette volonté, hein, de bien situer les choses, de bien clarifier les choses au départ, ce qui effectivement facilite la compréhension du texte. Pareil pour la méthodologie, je trouve qu'il y a un effort de ce côté-là également qui a été fait pour vraiment avoir ce rendu, hein, ces résultats-là, que maintenant les membres du jury connaissent, mais bientôt le grand public, après correction bien entendu, aura accès, alors et surtout les étudiants de l'IUS, puisque les travaux de mémoire, alors après validation, après correction et tout, les mémoires seront disponibles, hein, accessibles à nos étudiants
et dans notre bibliothèque virtuelle. Bon, toutefois, j'ai quand même quelques remarques puisqu'on est là pour aider l'étudiant à peaufiner son travail. Hein? Je reconnais que l'étudiant a fait beaucoup d'efforts pour respecter le canevas de l'IUS, hein? Mais malheureusement, il y a des points qu'il faudra corriger, hein? Pour vraiment faire en sorte que le document soit conforme. Je rappelle que toute université qui se respecte ne doit pas appliquer 10 000 règles, 10 000 modèles, non. Parce que sinon, on ne va pas plus parler le même langage. Tout l'importance du canevas. Quand on dit dans le canevas, voilà ce qu'il faut faire, voici les pages préliminaires, voici comment le document doit se présenter, le découpage du texte et tout, ce n'est pas une blague, on est très sérieux. Les étudiants doivent mettre en application les règles. Ce n'est pas pour être violé. À l'IUS, les règles ne sont pas faites pour être violées, au contraire, c'est pour être appliquées. Donc, du coup, effectivement, quand on regarde bien à la fois dans les citations, dans la bibliographie, oui, l'étudiant a fait vraiment un travail fort appréciable, mais je trouve des éléments qui ne sont pas indiqués dans le canevas, dans son document. Par exemple, il a mis quelques pages qu'il appelle sommaire. Je me demande d'où est-ce qu'il a vu ça. À l'IUS, non. Non, ça ne se fait pas. Donc, tu dégages tout ça. Ça m'a donné dans un premier temps l'impression que tu voulais faire du remplissage. À l'IUS, non, il n'y a pas ça. Et tu as mis le plan que tu avais suivi, etc. Et d'ailleurs, pourquoi on n'accepte pas, c'est parce qu'à la fin, il y a ce qu'on appelle la table des matières. Et tu as mis la table des matières. Donc, effectivement, ton sommaire ne sert à rien. D'accord? D'autant plus que tu as mis tous les éléments. C'est comme si tu as mis ta table des matières sans indiquer les numéros de page. Ça ne se fait pas. Tu enlèves, s'il te plaît. Et le découpage de ton texte pose problème. D'ailleurs, ton premier chapitre, on dirait qu'il y a une seule section. Tu as 1.1 jusqu'à 1.11. Quand il y a 1, il y a toujours 2, obligatoirement. Donc, tu dois revoir, on est sur la forme, tu dois revoir la présentation de ton texte. Et à l'IUS, comme dans la plupart, quand on est en train de rédiger un ouvrage, etc., on est adulte et vacciné, comme on dit, on fait ce qu'on veut. Même si, surtout s'il s'agit d'un ouvrage académique, généralement, il y a des consignes de la maison d'édition et on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, à l'IUS, il y a des règles, il faut les respecter aussi. Par exemple, ça renvoie à la règle d'uniformité. Comment peut-on avoir le premier chapitre avec cette présentation et le deuxième chapitre, une autre présentation, troisième chapitre, quatrième chapitre? Non. Un chercheur n'est pas un danseur, on ne danse pas. D'accord? Donc, je t'invite à reprendre. D'ailleurs, tu as des points qui, dans certains cas, on retrouve, par exemple, un seul paragraphe et tu appelles ça un point. Voilà, donc, il y a véritablement lieu de reprendre sur le plan de la forme déjà, pour respecter, mettre aux normes ton travail. Autre élément que je dois souligner, par exemple, quand on regarde bien toujours application des règles d'uniformité, tu as dans les autres chapitres, tu as des chapitres où par moment une section peut avoir 6 points. Il y a des sections, par exemple, si on prend ton chapitre 4, première section, il y a jusqu'à 4 sous-sections.
Et j'espère que tu... Parce qu'on n'accepte pas cette histoire de 1.1.1, 1.2.1. Non, on n'est pas sur une piste de danse, quoi. On ne fait pas ça. Il y a chapitre, section, sous-section, d'accord, et paragraphe. C'est tout. Merci de relire attentivement le canevas pour vraiment appliquer ça. Mais même au-delà, tu as dans le chapitre 4, par exemple, la première section qui a, on va dire, 3 et 4 sous-sections, tandis que dans la deuxième section, il y a 11. C'est pas normal. C'est qu'il y a un véritable problème de maîtrise et du travail. Hein. Donc, on dirait qu'il y a quelque chose qui t'a échappé. D'accord? Et on aurait pu regarder, comparer chapitre 4 et chapitre 3 ou chapitre 2, chapitre 1, etc. Donc, de ce côté-là, je t'invite à revenir sur les éléments et à surtout mettre en application le canevas. Donc, tu as introduit également, je ne sais pas d'où tu tiens ça, glossaire. Et tu places comme tu veux. Non, on ne fait pas ces choses-là. Certes, quand tu as un mot, par exemple en créole que tu veux définir, tu le fais en note en bas de page. Donc, tu ne peux pas t'amuser à mettre glossaire. Je ne sais pas d'où tu sors ces choses-là. Mais merci de nettoyer, sinon on ne va pas taxer, on ne va pas accepter le document final et donc tu n'auras pas droit à ton diplôme, à ton parchemin de diplôme. Je rappelle pour tout le monde que à l'IUS, après soutenance, l'étudiant avec toujours, alors sous le contrôle de son directeur, prend en compte les remarques, les recommandations pour améliorer son travail et ce n'est que par la suite, le directeur donne une autorisation de dépôt. Eh ben, le texte est vérifié par le conseil ou un membre ou plusieurs, ça dépend, hein, un membre du conseil académique pour regarder la conformité du texte. Donc, si tout va bien, ben, le texte est accepté définitivement et donc l'étudiant a droit à son parchemin de diplôme. Sans ça, eh ben, on n'accepte pas. Donc, on ne peut pas mettre de glossaire, il ne faut pas inventer, il faut mettre une note en bas de page. Ah, bouboule, eh ben, il faut mettre bouboule, hein, note en bas de page, et on définit bouboule, etc., etc. Bon, on était sur le plan de la forme. Heureusement, ce sont des éléments qu'il faudra et qu'on peut prendre en compte assez rapidement pour peaufiner le travail. Sur le plan du fond, alors j'ai eu un sérieux problème, hein. C'est la règle, je rappelle pour tout le monde, c'est la règle de cohérence. La règle de cohérence. D'abord, il ne faut pas confondre question de départ et question de recherche. C'est deux choses complètement différentes. Attention. Et dans un travail, il n'y a qu'une seule question de recherche. Il peut y avoir plusieurs alors, la question de recherche peut, pour être éclaircie, il peut y avoir des, on va dire, sous-questions, hein, ou des questions secondaires. Mais il n'y a qu'une seule question de recherche, jamais deux. Parce que l'objectif du chercheur, quand il y a une question de recherche, c'est de développer. Mais on imagine si on avait 2, 3 questions de recherche dans un même travail, ce serait un bordel, quoi. Donc, il faut éviter de confondre ces éléments-là. Bon, heureusement, dans ton cas, quand tu as appelé question de recherche, en réalité, c'était ta question de départ. Merci de ne pas confondre les deux. Autre élément, ça m'a surpris, parce qu'à l'IUS, il est clair dans le canevas que l'introduction, c'est l'introduction du travail globalement. Ce n'est pas une introduction de la problématique. Ça n'a aucun sens. À l'IUS, c'est interdit. Donc, tu as présenté une introduction. Dans ton introduction, il n'y a pas de question de recherche.
Hein? Tu n'as pas mis de question de recherche et pourtant, tu annonces des choses, etc., etc. Ta question de recherche, en réalité, se trouve à la page 9 dans ton premier chapitre. Je t'invite aussi à reprendre cette partie-là sur le fond, parce que c'est quoi, en réalité? Quand on fait une introduction, et c'est pour ça aussi, en matière de recherche, il faut faire attention. Il faut lire le canevas, il faut appliquer tout ce qu'on dit. Certes, les éléments sont là, heureusement pour toi. Heureusement pour toi, les éléments sont là. Mais il faut procéder à leur mise en conformité. Parce qu'on ne va pas accepter ça. D'accord? Donc, tu ne peux pas, d'un côté, tu fais une introduction, tu appelles ça une introduction, et puis on ne comprend même pas quel est le véritable problème. Hein? Et puis, par la suite, tu as dans un premier chapitre, et c'est dans ce premier chapitre, tu poses le problème, ton problème de recherche. Ça n'a vraiment, merci de revoir un ensemble d'éléments pour que l'on puisse vraiment accepter ton travail par la suite. Donc, mais sinon, effectivement, on reconnaît la qualité de tout ce qui a été fait, que ce soit d'un point de vue méthodologique ou d'un point de vue théorique. On apprécie énormément le travail, à part vraiment ce que je viens de te dire clairement. Alors, moi, j'aurais une question. J'aurais tendance à poser une question avant de terminer et de te passer la parole. En lisant ton sujet, j'ai eu, je ne sais pas, est-ce qu'il faut, ce qu'il faut faire, je n'ai pas la solution tout de suite, mais représentation sociale de la violence politique dans les activités ludiques. Représentation sociale de la violence politique. Je ne sais pas, est-ce que c'est la violence politique? Moi, j'ai du mal. Hein? Et dans ton travail, je n'ai ce lien-là, ça m'a un peu gêné. Hein? Parce que, et d'où ma question, qu'est-ce que tu entends par violence politique? Et j'aimerais avoir quelques exemples de violence politique pour voir est-ce que par rapport aux activités ludiques et comment tu as pu, moi j'ai l'impression que il y a d'autres formes de violence peut-être, mais la violence politique, voilà, je vais m'arrêter là, mais la violence politique, je me demande, est-ce que c'est vraiment la violence politique? Est-ce que dans les activités ludiques des enfants, je me demande, hein? Voilà, donc et comment associer la violence politique. Donc voilà, je m'arrête là, je te passe la parole à Wisguer pour non seulement, alors pour les remarques, j'espère que tu as noté, de toute façon l'enregistrement sera partagé et donc tu pourras corriger, mettre aux normes ton document. Mais pour les questions, je te passe la parole pour vraiment ta réplique. Merci. D'accord, merci Dr Providence, merci Dr Sylvestre, merci pour vos remarques. Donc, j'ai tout noté, merci beaucoup. J'ai tout noté et je vais corriger. Excuse-moi, Wisguer, j'ai l'impression que tu as un ventilateur pas loin. Hein? Il faut... Oui, c'est vrai, merci. Ah ben, il faut, voilà, parce qu'il y a un bruit. D'accord, merci, je vais m'arranger. Voilà, je crois que ça passe mieux maintenant. Merci de vos questions et comme je vous ai dit tantôt, j'ai tout noté et en ce qui concerne vos remarques, je vais corriger. Merci. Alors, en ce qui a trait aux différentes questions posées, qu'il s'agit du concept de violence politique, qu'il s'agit de la violence politique directe et indirecte, qu'il s'agit des effets que cette violence
peut avoir de façon directe et indirecte. Donc, je vais répondre. Je vais tenter de répondre. Je vais commencer par la violence politique et ensuite, je ferai l'enchaînement. Donc, en ce qui concerne la violence politique de par ce concept, donc, il y a très peu de recherches qui ont été effectuées autour de ce concept. Alors, c'est la raison pour laquelle moi-même, j'ai été interpellé à travailler autour de ce concept, puisque actuellement, ici en Haïti, nous sommes en train de connaître des moments difficiles liés à la violence politique. Lorsqu'on parle de la violence politique, c'est ce qu'on est en train de vivre tous les jours, comme par exemple la violence des gangs armés, la violence la violence faite aux différents riverains des quartiers, de différents quartiers de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, pas seulement à Port-au-Prince, mais la violence politique impacte presque tout le pays. On a des difficultés à se déplacer d'un point à un autre, donc on a des difficultés à vivre comme cela se doit, à bouger, à entreprendre, à vaquer à nos différentes activités. Donc, les gangs sont partout. Bon, je ne peux pas parler trop fort. Les gangs sont partout. Les gangs armés, les bandes armées sont partout. Donc, parfois, les enfants ont des difficultés d'aller à l'école, de rentrer de l'école. Donc, l'ensemble de ces éléments constitue ce qu'on appelle la violence politique. Donc, lorsqu'on parle de la violence politique, comme c'est mentionné dans... Oui, Docteur Providence. Excusez-moi. C'est justement ça le problème. En lisant ton travail, j'ai l'impression que tu parles d'autre chose. Parce qu'en réalité, tu ne peux pas... Ce qui se passe peut-être à un moment donné, au moment des élections et tout, etc., on peut faire référence à l'insécurité et d'une certaine manière généralisée. Oui, oui. Qualifier l'insécurité de violence politique, je n'ai pas vu cette démonstration-là. Il ne faut pas les confondre. Hein. Les gangs armés, de toute façon, en tout cas ces bandits-là, peuvent toujours appuyer un parti politique, être à la solde, mais ce ne sont pas des politiciens. Hein? Eux-mêmes, ils ne sont pas des politiciens. Moi, vraiment, j'ai eu du mal. Je ne sais pas, hein, mais à écouter ta réponse là, ma crainte se confirme, quoi, d'une certaine manière. Mais je te laisse finir. OK, d'accord, merci. J'ai commencé avec les détails, juste pour parvenir à une réponse plus concrète, laissant comprendre que lorsqu'on parle de la violence politique, c'est l'ensemble des choses, comme des auteurs ont déjà travaillé sur la violence politique, c'est l'ensemble des violences sociales, violences communautaires et des violences impétrées par des politiques à travers, par exemple, ici en Haïti, exactement, il y a de violences politiques. Je ne crois pas avoir tout savoir, OK? Donc, mais, et dans le contexte de ce travail, la violence politique est mentionnée du fait que tout ce qui se passe a un lien avec les politiques. OK? Ça peut être de façon directe et indirecte. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça peut être des choses qui sont planifiées par de gouvernements, OK? Par la mainmise des sbires, comme par exemple des gangs armés, des politiques, etc. Donc, il y a pas mal de propositions faites à ce concept dans le travail. Donc, parmi les propositions, donc, ce travail a mis en exergue aussi cette définition qui laisse comprendre que lorsqu'on parle de violence politique, ça peut être une initiative des politiques ou du moins une initiative de gouvernement, tout comme ça peut être une initiative d'une minorité pour renverser un gouvernement,
et pour prendre parti, ou du moins pour faire quelque chose de choquant, etc., en utilisant la violence. On peut tuer, on peut faire déplacer les gens, comme c'est le cas de pas mal de zones de la capitale. C'est un concept autour duquel il n'y a pas beaucoup de travail effectué, et moi-même j'ai été interpellé à faire ce travail autour de la violence politique. Et vous avez aussi mentionné quel lien la violence politique a avec les activités ludiques des enfants. Comme par exemple, ce travail à mentionner, par moi-même, ce travail à mentionner dans la description, dans l'analyse descriptive, tout comme dans l'analyse interprétative. Par exemple, si on prend par exemple la scène, ça s'est passé au CEDEJ, au Centre du développement des enfants et des jeunes de Delma 33, une scène durant laquelle des enfants étaient en train de jouer, et ils ont reproduit une scène de bois calé. OK, ça, selon moi, c'est une interprétation, c'est une représentation mentale qu'ils ont de la violence politique, une scène de bois calé. Ils ont fait comme ce serait le cas de quelqu'un appréhendé qu'on allait tuer. Excuse-moi, alors, ce qu'il faut comprendre, hein, à t'entendre vous parler, on dirait que toute violence est politique. Non, toute violence n'est pas politique. Non. Toute violence n'est pas politique, parce que il y a violence familiale, il y a d'autres violences. Alors, je ne confonds pas. Alors, en expliquant le concept, en misant sur notre réalité quotidienne, donc je ne veux pas faire comprendre que la violence politique est la violence verbale. Donc, ça peut être arrivé, et c'est le cas, que la violence verbale et la violence physique font partie de la violence politique, mais ça a une autre tournure lorsqu'il s'agit de la violence politique. C'est quelque chose venant planifier soit d'un gouvernement, soit d'un groupe politique. Voilà, merci. En ce qui concerne la question de violence politique directe et indirecte, notamment leurs effets. Donc, lorsqu'on parle de violence politique, ça peut avoir des effets directs comme des effets indirects. Des effets directs, comme par exemple, si on a vécu, on est témoin, par exemple, d'un acte de violence où il y a une bande armée qui, comment dirais-je, qui ont choisi d'investir notre quartier, et tout à coup, on choisit de brûler nos maisons, de tuer. Certainement, ça fait partie de violence politique. Et ça, exactement, c'est un effet de violence politique directe. Et si ça se passe à la télévision, à partir de ce moment, ça a un impact, ou du moins ça a des effets indirects. Mais maintenant, ce qui concerne, alors je veux surtout répondre aux questions du docteur Sylvestre. Dans le cadre de ce travail, on aimerait bien se rendre à Port-au-Prince, plus précisément, soit à Carrefour-Feuille, pour voir des enfants qui sont victimes directement de violences politiques. Malheureusement, c'était vraiment difficile, et je crois que dans la méthodologie, c'est mentionné, il y avait des contraintes, et c'est ce qui a amené de procéder à l'observation des enfants qui sont dans des zones qui sont des zones moins fragiles en ce qui a trait aux impacts, ou du moins aux effets de la violence politique. Ça peut être aussi direct, tout comme indirect. Par exemple, lorsqu'un enfant, en restant chez lui, écoutant, soit à la radio, du moins écoutant de la bouche de quelqu'un d'autre,
qu'on vient de tuer, que des bandits viennent de faire irruption quelque part tout près de chez lui, et ça a un impact sur l'enfant. Et l'impact que ça a sur l'enfant permet que à chaque fois que l'enfant joue, c'est ce qu'on a observé dans le cadre de ce travail, les enfants jouant reproduisent ce qui se passe dans la société. C'est pourquoi on a mis violence politique, représentation sociale des violences politiques, c'est-à-dire c'est une représentation mentale qu'ils ont de la société, qu'ils ont en tête. Donc, tout comme lorsque quelqu'un a une représentation mentale, soit de quelqu'un d'autre ou d'une chose, donc la personne garde une image en tête. Dans le cadre de ce travail, l'observation des jeux des enfants, qu'il s'agit des enfants du CEDEJ, qu'il s'agit des enfants de la rue Famouza, donc leurs activités ludiques sont imbibées de violence. OK? Pour ces enfants, c'est normal. C'est normal. C'est pourquoi dans le cadre de ce travail, les théories post-structurales et post-modernes ont donné cette possibilité pour combler des vides que les théories précédentes n'ont pas mentionné, en faisant que les enfants, en jouant, essaient de dire quelque chose, essaient de 2 minutes pour conclure. De faire quelque chose, de lancer, de faire quelque chose à la détresse. Par exemple, lorsqu'on parle de ces enfants font appel à la rescousse. Alors voilà, ces enfants font appel à la rescousse. Ils sont en train de vivre quelque chose qui sont en train de les détruire. Donc, en jouant, en ayant ces représentations mentales de la violence politique, donc ils font appel à la détresse, ils font appel au secours, ils font appel aux rescousses. Donc, merci beaucoup. Bon, Nelson, je ne sais pas, comme tu avais posé 2 premières questions, hein, je ne sais pas, j'aurais tendance à te repasser la parole pour, voilà, pour tes remarques et voilà, les questions. Tu en as. Oui, bon, c'est bon. Et en réalité, j'avais d'autres choses en tête en parlant de direct ou indirect sur les enfants. Pour mieux apprécier les conséquences. Bon, et Wisger est allé un peu dans d'autres coins et de ce que j'avais en tête, parce que j'avais cru comprendre que c'était, si vous voulez, des violences qui portaient atteinte à l'existence même de ces enfants-là. Mais il me semble que c'est plutôt une sorte de violence sournoise, et que les enfants sortent, si vous voulez, handicapés par la manière de faire de la politique. Donc, sur cette base, en général, quand il y a violence politique, de toute manière, toutes les sphères de la société vont subir les conséquences. Donc, j'ai pris la mesure des réponses de Wisger et cela reflétera dans mon évaluation. Merci beaucoup. D'accord, merci. D'accord, Nelson, merci. Je ne sais pas, avant moi, j'aurai quelques conseils pour vraiment améliorer ce travail. Mais avant, je passerai la parole au directeur, Dr. Lindo, s'il a des remarques ou je ne sais pas, une intervention. Chers collègues. Monsieur là, je n'ai pas des remarques, j'ai seulement écouté attentivement les interventions de Dr. Sylvestre. Donc, je pense que l'étudiant a pris note et qu'il fera de son mieux pour faire les corrections s'il y a lieu. Bien.
Merci. D'accord. Alors, à mon avis, il n'y a pas un lien direct. Hein? À mon avis, il n'y a pas un lien direct. Effectivement, on peut dire que l'insécurité généralisée découle effectivement d'une forme de violence politique. Mais dire que dès qu'il y a insécurité, on peut confondre ça à de la violence politique, je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux. Donc, j'inviterais l'impétrant à faire attention parce que quand on prend les théories, une théorie généralement met l'emphase, d'ailleurs c'est ce qu'on appelle aussi une représentation simplifiée de la réalité. D'accord? Donc, j'aimerais, et la théorie, pour être vraiment utile, doit pouvoir trouver les véritables variables, les variables qui influencent directement, le plus souvent, le phénomène. D'accord? Donc, à mon avis, c'est pour ça que j'ai parlé de trouver, je ne sais pas hein, comment, c'est pour ça que je dis que je n'ai pas la formule. Certes, le travail, c'est un travail très documenté, on comprend, avec de bonnes références hein, bibliographiques et tout, c'est vrai, mais j'ai quand même du mal hein, dès que je vois la violence hein, des bandits armés, de parler immédiatement de violence politique. Parce que quand on dit violence politique, et ça, vraiment, et il l'a dit hein, quelque part dans son travail, que ça peut venir du gouvernement, ça peut venir des hommes politiques, des partis politiques, tout et tout. D'accord? Donc, j'ai du mal vraiment aujourd'hui à considérer que les gangs armés, d'ailleurs, qui échappent au contrôle des hommes politiques. Hein? Je comprends, au départ, oui, il y a eu ça, d'accord, qui nous donne comme résultat cette gangstérisation hein, du pays, c'est vrai. Mais quand un bandit armé agit, décide de prendre le contrôle de tel territoire, par exemple, eh ben, est-ce que c'est vraiment, ça peut être classé dans la violence politique? Donc, j'ai vraiment beaucoup d'interrogations. Moi, je conseillerais d'ailleurs, dans l'exemple qu'il a pris donc dans les jeux des enfants, en réalité, ils ne font pas référence forcément à des comportements des hommes politiques, à des comportements de partis politiques. Ils font référence à ce que, hein, une réalité, on va dire, assez terrible, hein, de la violence des gangs armés. Vous voyez? Donc, ça modifie hein, nos rapports, ça modifie. Et c'est pourquoi je pense qu'il faut peut-être trouver le lien, montrer que cette violence, alors les bandits armés, ils ont pour ce qu'ils font actuellement dans le pays, eh bien, ça a pour origine, alors pour point de départ, si on préfère, hein, cette violence politique. Et il faut à ce moment-là démontrer cette violence politique, hein, c'est-à-dire la mise en place de ce système. Hein, quelqu'un qui souhaite prendre le pouvoir, généralement utilise ces jeunes, hein, ils sont armés, etc., pour la prise de pouvoir, etc., etc., d'accord? Et que ces jeunes, à un moment donné, échappent au contrôle hein, de ces politiciens-là. Là, maintenant, ce n'est pas une question de position politique, de parti politique. Non, c'est autre chose, à mon avis. Donc, si les enfants jouant font référence aux actions hein, de ces groupes armés, qu'on ne peut pas ranger dans, je ne sais pas, on ne peut pas dire quand barbecue agit, c'est pour ou en faveur de tel ou tel parti politique, c'est pour défendre telle ou telle idéologie. On ne peut pas le dire. On ne peut plus le faire. C'est vrai, peut-être au départ, hein, ça remonte, quand il y avait des élections, on pouvait associer ces bandits-là à tel ou tel leader politique, courant politique, parti politique, etc. D'accord? C'est ça la crainte.
je n'ai pas la formule et je pense que mon collègue Lindor, il a compris à peu près ma préoccupation et il va aider son étudiant à vraiment faire la jonction parce qu'il y a un vide. Hein, c'est ce que j'arrive pas à comprendre, à faire le lien directement ou à appeler carrément quand un bandit agit. Par exemple, on kidnappe les gens, etc. Et puis, pour classer ça dans le cadre de la violence politique. J'ai du mal à l'accepter. Voilà. Et oui, Lindor. Oui, vous avez du mal à l'accepter, mais je crois que je vais ne parcourir le texte. Il y a une définition de Lefebvre qui met dans le même panier, et en définissant la violence politique, il met dans le même panier que ces violences proviennent de l'État ou des groupes contestataires en lutte contre l'État ou des groupes sociaux, des terroristes, des émeutes. Donc, je crois que c'est discutable, mais je crois que c'est cette définition qui a été acceptée dans le cadre de ce travail, parmi d'autres définitions qui ont été passées. Oui, c'est une définition. Yeah. Une définition, on peut toujours prendre n'importe quelle définition. Sauf que la réalité, pour démontrer les faits, il faut faire vraiment la démonstration des faits. Hein? Donc ça, c'est, à mon avis, il y a lieu de clarifier davantage, s'il le faut d'insister pour faire la décantation. Parce que si avant, on pouvait parler effectivement de ça, aujourd'hui, c'est comme aujourd'hui quand quelqu'un parle de gangs armés, il y a un autre phénomène qui se développe aujourd'hui. On ne peut pas considérer, par exemple, le groupe 5 secondes comme un simple groupe, hein, comme on dit, des hommes sans chaussures. Hein, et voilà, non, parce qu'ils ont un tel niveau d'organisation et ça devient vraiment très, très élaboré. Donc, du coup, aujourd'hui, ça ressemble beaucoup à ce qui se passe dans des pays qu'on connaît. D'ailleurs, il y a des feuilletons sur ça, hein, sur Pablo Escobar, etc. C'est presque le fonctionnement d'un cartel de drogue où il y a des gens qui ne sont pas comme les simples bandits. Donc voilà, je ne dis pas qu'il faut tout, on ne rejette pas d'un revers de main, c'est pas ça. Mais je trouve qu'il faut, pour permettre aux lecteurs de bien comprendre, d'apprécier ce travail-là, il faut vraiment montrer quand est-ce qu'on tombe dans cette violence qui est considérée comme la continuité de cette violence politique. Je pense qu'il faut faire ce travail-là. Voilà, Nelson, tu avais la main levée, puis tout de suite après, Lindor, mais chacun a, on va dire, 30 secondes, 1 minute maxi. Oui, Nelson. Bon, alors, vous savez, nous sommes premièrement en sciences sociales, et deuxièmement, c'est un débat, je dirais, ouvert, parce qu'en réalité, quand on parle de concept en sciences, il y a toujours moyen d'apprécier si le concept est défini théoriquement ou opératoirement. On peut partir d'une définition théorique d'un concept pour arriver à une définition opératoire. On peut rester également dans la définition théorique. Bon, une définition n'est jamais absolue, parce qu'une définition peut caractériser un positionnement. Ça peut même caractériser une idéologie. Donc, par conséquent, parler de violence politique, on va apprécier ça dans le travail qui est fait. Si l'auteur du travail pense le concept de façon opératoire, eh bien, l'auteur doit rester dans la lignée de sa définition opératoire. Si l'auteur reste dans la lignée théorique de la définition de son concept, il doit également y rester. Donc, je pense que dans le travail de Ruysguerre,
que j'ai pu parcourir. Bon, en général, c'est un parcours transversal. Et je pense que comme travail de mémoire, de master, effectivement, il devra prendre en considération les remarques pertinentes du docteur Providence, bien entendu avec l'appui de son encadreur, le docteur Lindor. Voilà, en gros, c'est ce que j'avais à dire. Très bien. Alors, docteur Lindor? C'était juste pour souligner que dans ce travail, et notamment dans les données collectées et analysées, ce que j'ai vu moi, et il ne s'agissait pas pour dire que les enfants reproduisaient ce que font les acteurs politiques. C'était plutôt, on a vu que dans ces jeux-là, ces enfants utilisaient des langages politiques, des mots, des expressions. C'est ça le travail. Des expressions politiques et des années 50, des expressions politiques actuelles. Donc, on a mis l'accent sur le langage utilisé par ces enfants au cours de leur jeu, et non pas pour reproduire la scène actuelle politique. Je crois que c'est une confusion. Voilà. Et donc, il faut clarifier ça pour permettre aux lecteurs, parce que c'est ça aussi, hein. Le but du jeu, c'est de permettre à ce que quand le travail est définitivement déposé dans notre bibliothèque, qu'il y aura des étudiants en licence, il y aura des étudiants en master, pourquoi pas, et même d'autres chercheurs qui seront intéressés par la thématique, donc que tout le monde puisse comprendre. Hein? Donc voilà, il y a un petit travail de précision. Alors, Wisger, je t'accorde 1 minute, hein, pour vraiment conclure, et puis on pourra mettre fin à cette séance. D'accord. Wisger, à 1 minute. D'accord, merci beaucoup, docteur Providence. Merci au docteur Lindor, merci au docteur Sylvestre, merci à chacun de vous. Merci d'être présent. Et je crois que j'ai beaucoup de travail, j'ai beaucoup de choses à apprendre, j'ai beaucoup d'efforts à consentir. Donc, je vais me mettre au travail. D'accord, merci de vos remarques. Merci beaucoup, merci à l'UIS également. Merci tout le monde. Voilà, donc merci tout le monde, merci à Wisger. Donc, on met fin à cette séance. Je sais que j'avais vu mon collègue, le prochain président de jury, docteur Sergo Jacob, qui est présent. J'arrête l'enregistrement. Je crois qu'il... Oui, cher collègue, tu es là. Ça va? Docteur Jacob? Ça va très, très bien. Très, très bien. Merci. Vous-même.